Bienvenue pour ce cours consacré aux outils d'analyse et de diagnostic dans le cadre de la démarche marketing. Le point de départ est le marché. La connaissance du marché permet de déceler les besoins clairement définis ou seulement pressentis. Après avoir précisé la nature du besoin constaté ou pressenti, l'entreprise définira le produit capable de satisfaire ce besoin. À partir de critères pertinents, elle segmentera le marché en sous-ensembles homogènes. En fonction de ses objectifs, de son potentiel et des opportunités qui lui sont offertes, l'entreprise choisit sa cible, c'est-à-dire les consommateurs auxquels elle va proposer son produit. En fonction de la cible choisie, elle affinera la définition du produit et choisira son positionnement, c'est-à-dire la place qu'elle occupera sur le marché par rapport à la concurrence. Elle fixera le prix de vente de son produit en tenant compte du comportement du consommateur, du coût du produit, de l'attitude de ses concurrents. Elle choisira le canal de distribution le plus adapté à la cible et au produit. Elle organisera sa force de vente en fonction du ou des canaux de distribution choisis. Elle fera connaître son produit par des actions de communication, de publicité, de promotion pour les lancements par exemple. Et elle suivra et développera les ventes de son produit tout au long de la vie de celui-ci par des actions adaptées et cohérente. Sans cesse, elle étudiera le marché pour déceler de nouveaux besoins et être à même de proposer de nouveaux produits pour remplacer les produits en perte de vitesse. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur la première étape de la démarche marketing, à savoir l'analyse et le diagnostic. Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce qu'est un secteur, une industrie. On peut considérer une industrie comme un ensemble d'entreprises concurrentes qui essaient d'attirer les mêmes clients en leur offrant des produits similaires, donc étroitement substituables. Cette acception englobe aussi bien les secteurs dits industriels, c'est-à-dire fabricants des produits manufacturés, que les activités de service qui offrent des prestations immatérielles comme le transport, le conseil ou la publicité. Dans les entreprises monoactivités, la business stratégie recouvre l'essentiel des questions stratégiques que se pose la direction générale, à moins que celle-ci n'ait des projets d'expansion hors du business actuel, par exemple à l'international ou dans de nouveaux domaines d'activité, ce qui relève de la corporate strategy. En revanche, les entreprises diversifiées doivent définir autant de business stratégies qu'elles ont de domaines d'activité différents. Dans les grands groupes, la mise en œuvre de la business strategy est déléguée aux dirigeants des différentes business units. En général, ceux-ci jouent également un rôle moteur dans la formulation de cette stratégie, même si la direction générale du groupe se réserve le droit d'approuver ou de rejeter leurs propositions. La première étape de la démarche va donc consister à analyser le secteur dans lequel l'entreprise intervient. Un des outils les plus utilisés est le modèle SWOT. Ce modèle consiste à confronter une analyse des opportunités et des menaces avec une analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise pour en déduire un plan stratégique.
Pour commencer avec l'analyse externe, celle-ci examine l'environnement économique pour y déceler toutes les opportunités, les nouveaux marchés, les nouvelles technologies et les menaces qui peuvent être induites par la concurrence ou les changements réglementaires. Cette analyse externe consiste à identifier les opportunités. Les opportunités, c'est un phénomène externe susceptible d'avoir une influence favorable sur l'activité ou la rentabilité de l'entreprise. Ce sont des éléments de l'environnement qui représentent des tendances favorables que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son avantage. Les menaces, quant à elles, représentent un problème posé par une tendance défavorable ou une perturbation de l'environnement qui, en l'absence de réponse marketing appropriée, conduirait à une détérioration de la position de l'entreprise. Ce sont des éléments de l'environnement et des tendances défavorables qui pourraient causer des problèmes à l'entreprise ou au projet. L'objectif de l'analyse externe est de repérer les facteurs clés de succès de l'activité, c'est-à-dire les règles du jeu qui s'imposent aux entreprises et les ressources qu'il faut mettre en œuvre pour être compétitif. Quand nous analysons un marché, nous analysons le marché sous deux angles. Tout d'abord, le marché en volume, qui se mesure en nombre d'unités vendues, et le marché en valeur, qui correspond au total des sommes payées par les acheteurs. Un des outils de mesure utilisés est la part de marché. La part de marché est le pourcentage des ventes en volume ou en valeur d'un produit, d'une marque ou d'une entreprise sur son marché. Vous voyez ici la formule que nous pouvons utiliser pour calculer la part de marché. La part de marché d'un produit donc peut être exprimée en volume ou en valeur. La part de marché en volume consiste à faire le ratio entre le nombre d'unités vendues d'un produit sur le nombre total d'unités vendues sur le marché. La part de marché en valeur, quant à elle, consiste à calculer le ratio entre le chiffre d'affaires au prix public qui a été réalisé par rapport à la valeur totale des ventes sur le marché. Le marché peut être décomposé en marché potentiel de l'entreprise qui va consister à son marché actuel auquel nous allons ajouter le marché actuel des concurrents et le marché des non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire des consommateurs qui ne consomment pas à l'heure actuelle le produit, mais qui sont susceptibles de le consommer dans le futur. Le marché de la profession, quant à lui, comprend le marché actuel des concurrents et le marché actuel de la firme. En revanche, le marché potentiel de la profession va inclure celui des non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs absolus regroupent les consommateurs qui ne consommeront jamais ce type de produit, donc en général, nous ne le prenons pas en compte. L'analyse externe regroupe bon nombre d'éléments. La liste ici n'est pas exhaustive, mais nous voyons que nous pouvons commencer par analyser le marché de manière globale, c'est-à-dire les ventes en valeur, en volume et les évolutions. Puis, nous allons analyser l'environnement, un des outils qui sera présenté plus tard,
dans ce cours consiste à envisager le modèle PESTEL, c'est-à-dire les éléments politiques, économiques, sociodémographiques et culturels, technologiques et écologiques. Chacun de ces éléments peut receler des opportunités ou des menaces. Puis, nous allons nous intéresser à la concurrence. La concurrence directe, c'est-à-dire les concurrents qui proposent le même type de produits que nous, ou la concurrence indirecte qui répond au même type de besoins avec des produits différents. Puis nous allons analyser la demande, notamment la taille de la population des consommateurs, les comportements des acheteurs, identifier le nombre de segments et leurs caractéristiques, et toute information qui nous sera utile pour comprendre cette demande. Puis nous allons analyser aussi les différents modes de distribution, les différents distributeurs qui existent sur ce marché. Alors la liste ici n'est absolument pas exhaustive. Beaucoup d'autres facteurs peuvent être pris en compte. La distinction entre les opportunités et les menaces est souvent une pure question de point de vue. Par exemple, la digitalisation peut-elle être considérée comme une opportunité ou comme une menace? Ça peut être les deux, n'est-ce pas? Donc, ici, cet outil d'analyse externe via les opportunités et les menaces reste subjectif. Malgré tout, il faudra essayer de repérer les évolutions de l'environnement qui vont modifier ou bouleverser les règles du jeu concurrentiel. Ces évolutions sont pleines d'opportunités ou de menaces, suivant ce que l'entreprise en fait. Maintenant, nous devons aussi réaliser une analyse interne. Même si la distinction entre force et faiblesse est une vue de l'esprit, il va falloir essayer de distinguer les caractéristiques de l'entreprise qui représentent des forces et celles qui représentent des faiblesses. Par exemple, la qualité technique des pneus Michelin est universellement reconnue comme excellente, ce qui constitue une force. La faiblesse va fragiliser la position de l'entreprise face à ses concurrents low cost, capables de fournir des pneus de qualité acceptable à des prix plus bas. Les critères mis en œuvre pour l'analyse interne sont nombreux et ici vous voyez une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive. Nous devons toutefois analyser les aspects marketing de l'organisation, les aspects financiers, les aspects de qualité de production et puis aussi les ressources humaines. Nous pouvons noter la performance de l'entreprise et l'importance de ces critères. L'analyse interne consiste donc à diagnostiquer les forces et les faiblesses de l'entreprise à travers une étude de ses actions et des résultats passés. Il convient ici d'identifier et d'évaluer les compétences distinctives de l'entreprise. Les compétences distinctives sont le savoir-faire et les ressources qui la différencient de ses concurrents. L'analyse SWOT se présente sous la forme d'une grille composée de 4 cases. Verticalement, nous trouvons 2 colonnes. Celle de gauche recueille la liste des éléments ayant une incidence positive ou favorable sur l'entreprise. Celle de droite recueille la liste des éléments ayant une incidence négative ou défavorable sur l'entreprise.
Horizontalement, nous avons 2 lignes. Dans celle du haut, on inscrira les éléments dont l'existence est due à des causes internes qui vont être spécifiques à l'entreprise. Ces éléments, qui sont les causes internes, sont modifiables par l'organisation. Dans celle du bas, on inscrira les éléments dont l'existence est due à des causes externes, qui sont généralement communes à tous les concurrents. Ces éléments, dont là où les causes sont externes, s'imposent aux dirigeants des organisations qui n'ont sur eux aucun pouvoir. Le croisement des colonnes et des lignes constitue donc 4 cases destinées à recevoir l'information pertinente. Pour la case S, nous retrouvons les forces, les facteurs positifs d'origine interne. Puis la case W, weaknesses, les faiblesses qui sont des facteurs négatifs d'origine interne. La case O regroupe quant à elle les opportunités, les facteurs positifs d'origine externe. Et la case T, aux threats, c'est-à-dire les menaces, regroupe les facteurs négatifs d'origine externe. Chaque liste doit compter un nombre limité de facteurs cohérents, de 3 à 5, faute de quoi on n'atteindra pas la synthèse souhaitée. Les meilleurs concepteurs des matrices SWOT s'attachent à hiérarchiser les facteurs dans chaque case. Dans la case force, les éléments sont classés par intensité de force décroissante, les plus forts en tête de liste. Dans la case faiblesse, les éléments présentant les faiblesses les plus importantes figurent en tête de liste. Il en sera de même pour les opportunités et les menaces. Un autre outil dont nous avons déjà brièvement parlé pour analyser l'environnement réside dans le modèle Pestel. Ce modèle Pestel permet d'identifier les grandes tendances de l'environnement macroéconomique qui influencent la rentabilité d'un secteur, son coût de capital et ses perspectives de croissance. Le but est d'évaluer l'impact de chacune de ces composantes sur le potentiel de création de valeur pour l'industrie pour mieux en prédire les évolutions futures. Nous retrouvons dans l'analyse Pestel, le P de Pestel, l'environnement politique. Ici, il s'agira d'étudier tous les changements de stabilité politique, les phénomènes de régulation ou de dérégulation, les lois et les politiques fiscales, les réglementations antitrust, les éléments relatifs au commerce extérieur et à la politique qui est menée en ce sens, les problématiques d'import-export, la politique monétaire et la politique de protection sociale. Il va de soi que cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons aussi les éléments sociaux, c'est-à-dire la démographie, les lois sociales, les niveaux d'éducation, l'image et l'attitude par rapport au travail, le style de vie, les minorités, la parité, l'égalité des chances. Nous avons l'environnement technologique qui va s'intéresser aux dépenses de l'État en termes de recherche et développement, les politiques des brevets, la digitalisation et globalement tous les changements technologiques et le cycle de vie des technologies et de l'innovation. Le E du Pestel va présenter la politique environnementale, l'empreinte écologique, la sensibilité au changement climatique, la sensibilité et les forces écologiques en présence, les politiques de lutte contre la pollution,
Ici, encore une fois, la liste n'est pas limitative. Il faudra aussi analyser l'environnement légal avec les lois sur les monopoles, les normes de conformité et de manière globale, toutes les lois qui s'appliquent dans le pays. L'analyse Pestel va être conduite à partir de critères retenus. Nous allons identifier les facteurs précis qui vont être susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'industrie. On peut par exemple attribuer une note allant de 1 pour représenter un impact faible à 5 pour représenter un impact fort à chaque facteur pour estimer la force de son impact. Comme vous pouvez le remarquer, le modèle Pestel ne repose sur aucune théorie particulière. Il ne dit rien des mécanismes à travers lesquels tel ou tel facteur influence la performance de l'industrie, ni avec quelle ampleur. C'est à l'analyste d'en juger, en faisant appel à ses connaissances et à son discernement. Ce modèle se cantonne aux facteurs exogènes à l'industrie. Alors, pour remédier aux faiblesses du modèle de Pestel, nous pouvons nous intéresser à la méthode des 5 forces proposée par Michael Porter. La méthode des 5 forces de Porter complète le modèle Pestel en considérant les facteurs endogènes, mais il ne faut pas oublier que ces deux approches sont de nature assez différentes. La méthode de Porter repose sur un paradigme théorique cohérent qui explique le mécanisme précis de chacune des forces considérées. Michael Porter, professeur à Harvard Business School, propose dans son ouvrage intitulé Competitive Strategy une méthode directement inspirée de l'économie industrielle pour analyser les effets de la structure d'une industrie sur sa rentabilité économique. Rappelons que le paradigme dominant en économie industrielle stipule que la structure de l'industrie, c'est-à-dire le degré de concentration, la hauteur des barrières à l'entrée, la différenciation des produits, le pouvoir de marché, par exemple, conditionne la stratégie des entreprises qui, à son tour, influencent leur performance. La méthode de Porter, des 5 forces, est devenue une référence incontournable en stratégie. Les 5 forces en question sont l'intensité de la concurrence, la menace des entrants potentiels, la pression des produits ou services de substitution, le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Toutes ces forces tirent la rentabilité économique de l'industrie vers le bas. Si elle joue à plein, cette rentabilité ne parvient plus à couvrir le coût du capital. Pour Michael Porter, le réel point important de la concurrence n'est pas de battre ses concurrents, mais de dégager des profits. Pour Michael Porter, le cadre théorique des 5 forces explique la moyenne des prix et des coûts dans une industrie et, de ce fait, la rentabilité moyenne dans une industrie dans laquelle nous sommes en train de concourir. Comme évoqué précédemment, le modèle des 5 forces de Porter est généralement représenté sous forme graphique, comme vous le voyez dans la figure présentée
ici. Pour s'intéresser à une première force, l'intensité de la concurrence. L'intensité de la concurrence entre les concurrents existants est un déterminant très fort de la rentabilité économique d'une industrie. On comprend intuitivement que plus la rivalité est intense, moins l'industrie est rentable. Plus la rivalité est intense, plus les concurrents sont agressifs. Ils se disputent les clients. Plus ils vont baisser les prix. Ainsi, ils vont de plus en plus dégrader collectivement leur rentabilité et celle de l'industrie. Plus il y a de concurrents puissants capables de dominer le marché, plus les concurrents évitent d'être agressifs. Ils maintiennent des prix élevés et plus ils améliorent collectivement leur rentabilité et celle de l'industrie. Ainsi, tous les éléments qui limitent l'intensité de la concurrence sont propices à favoriser la création de valeur, à savoir la concentration de l'industrie, la croissance de l'activité, la diversité des concurrents, la différenciation des produits, la part des coûts fixes et de stockage, ainsi que les barrières à la sortie. Pour la croissance, la concentration de l'industrie, plus la concentration est forte, c'est-à-dire moins il y a de concurrents, plus leurs parts de marché sont élevées, moins la concurrence est intense et plus l'industrie est rentable. Les entreprises appartenant à des industries concentrées jouissent d'un pouvoir de marché plus important et fixent leurs prix avec une plus grande liberté. Remarquons que, ce faisant, elles créent ainsi de la valeur pour les actionnaires au détriment des clients. C'est pourquoi les autorités de régulation de la concurrence combattent les concentrations excessives qui pourraient conduire à des abus de position dominante. Pour ce qui est de la croissance de l'activité, un marché en pleine croissance permet aux entreprises de croître sans recourir à des baisses de prix, alors qu'un marché en récession crée de très fortes tensions sur les prix et les marges. Les industries les plus mûres, comme l'automobile ou les chantiers navals, sont donc caractérisées par une concurrence acharnée et des rentabilités faibles. Pour ce qui est de la diversité des concurrents, les concurrents présents dans l'industrie peuvent être semblables. General Motors et Ford, Coca et Pepsi par exemple, ou au contraire très différents, de par leur technologie, leur image de marque, leur taille ou leur implantation géographique. Plus les concurrents se ressemblent, plus les comportements collusifs ont tendance à se développer. Le comportement innovant de concurrents nouveaux, étrangers ou plus agressifs tend à peser sur la performance économique de l'industrie. La différenciation des produits résulte quant à elle de facteurs d'objectifs et subjectifs qui limitent la substituabilité des produits aux yeux des clients. Il peut s'agir de la marque, du service après-vente ou des caractéristiques physiques des produits comme le goût, le design ou la finition. Nous développerons la notion de différenciation un peu plus tard dans ce cours. Lorsque cette différenciation est forte, la concurrence est imparfaite ou monopolistique. Les produits ayant des valeurs différentes aux yeux des clients, ceux-ci acceptent de payer plus cher pour acheter leur marque préférée ou un produit qu'ils valorisent davantage.
La différenciation des produits améliore donc la profitabilité du secteur car les offres diffèrent en valeur perçue, c'est-à-dire en willingness to pay, ce qui évite la concurrence frontale par les prix. Autrement dit, chaque concurrent essaie de se tailler un mini-monopole sur un segment particulier de marché. Ainsi, dans les industries du luxe, les variations de prix d'un produit ont peu d'influence sur les ventes des concurrents. Les industries où les produits sont très différenciés, comme les parfums ou les cosmétiques, ont tendance à être plus rentables que la sidérurgie, le papier ou les produits agricoles, même à concentration égale. La part des coûts fixes et des coûts de stockage dans les industries est importante. Dans les industries où la part de coûts fixes domine dans la structure de coûts, les entreprises sont tentées de casser les prix pour essayer de dégager une contribution, aussi faible soit-elle, à la couverture des coûts fixes. Le potentiel de rentabilité du secteur en pâtit forcément, surtout si l'industrie est en surcapacité. Enfin, nous trouvons les barrières à la sortie. Une forte spécialisation des actifs des coûts fixes de sortie, comme les coûts de licenciement, l'obsolescence de certains actifs et la difficulté à les revendre, des restrictions sociales ou des pressions gouvernementales créent des barrières à la sortie de l'industrie. En cas de surcapacité, les concurrents se retrouvent donc piégés dans le secteur et préfèrent brader leurs produits tant que les pertes ou le manque à gagner restent inférieurs au coût de sortie. Chaque concurrent compare en effet le coût d'opportunité d'une sortie avec celui d'une riposte concurrentielle adaptée, qui va réduire les marges, qui va se traduire par une guerre des prix ou le rachat de concurrents. Les barrières à la sortie, contrairement aux barrières à l'entrée, réduisent donc le potentiel de rentabilité d'un secteur. Les barrières à l'entrée sont constituées pour les entrants potentiels pour faire en sorte qu'ils s'abstiennent de rentrer sur un marché, généralement parce que les coûts sont trop élevés par rapport aux concurrents en place. En menaçant d'entrer sur un marché, les nouveaux entrants incitent les concurrents à limiter leurs prix, ce qui dégrade la rentabilité de l'industrie. Les concurrents en place ont intérêt à limiter leurs marges pour dissuader les entrants potentiels d'envahir le marché. Si les entrées se produisent effectivement, elles vont augmenter l'intensité concurrentielle et faire baisser la rentabilité de l'industrie. Parmi les barrières à l'entrée, on distingue plusieurs types de barrières à l'entrée. La première est le ticket d'entrée dans l'industrie. La notion de ticket d'entrée laisse supposer que l'entrée dans une industrie donnée sera plus aisée pour un grand groupe doté de fortes réserves financières que pour une start-up. Ceci est souvent vrai pour une activité déjà existante et fortement structurée. C'est beaucoup moins vrai lorsqu'il s'agit d'une activité en phase de démarrage dans laquelle il existe une variété de solutions technologiques et de choix industriels possibles. Ainsi, les activités à fort coût fixe, avec des investissements physiques importants, des dépenses de R&D ou de publicité élevées, ont tendance à générer des économies d'échelle quand le coût fixe par unité baisse mécaniquement avec le volume de produits.
Les économies d'échelle et les effets d'expérience peuvent constituer des barrières à l'entrée. Les économies d'échelle et l'effet d'expérience se produisent lorsqu'une activité est soumise à des économies d'échelle à travers l'augmentation du volume de production qui entraîne une réduction significative des coûts unitaires. Les économies d'échelle créent une barrière à l'entrée car elles confrontent les entrants potentiels au dilemme suivant. Soit ils entrent avec un volume réduit et doivent supporter des coûts unitaires nettement plus élevés que les concurrents en place, soit ils investissent massivement pour atteindre la taille critique, celle qui minimise le coût unitaire et risquent alors de se retrouver en très forte surcapacité avant de capter suffisamment de demandes. L'effet d'expérience renforce quant à lui les effets de taille. Les concurrents installés depuis longtemps dans l'industrie ont accumulé de l'expérience et développé des savoir-faire productifs, techniques et commerciaux qui leur permettent d'avoir des coûts plus bas que n'importe quel entrant. On dit que les nouveaux entrants sont victimes de déséconomies d'échelle, de compression du temps, parce qu'il est très coûteux, voire impossible, d'atteindre sur une courte période le même niveau de compétitivité que des concurrents qui exercent l'activité depuis de nombreuses années. Les avantages de coût, indépendants de la taille, existent dans certaines industries. Les concurrents en place ont des coûts plus bas que d'autres parce qu'ils ont réussi à accaparer les matières premières les moins coûteuses ou les localisations les plus avantageuses. Leur antériorité dans l'industrie rend l'imitation de leur avantage concurrentiel difficile et coûteuse pour de nouveaux entrants. Les nouveaux entrants sont victimes de déséconomies de compression de temps. La différenciation des produits renforce les barrières à l'entrée. Un nouvel entrant va avoir du mal à créer une nouvelle différenciation dans un secteur où les offres sont très différenciées et servent des segments de clientèle ciblés et fidèles. Il devra accepter d'adopter un positionnement de niche ou pratiquer des prix bas pour capter des ventes. Dans les deux cas, il a peu de chances d'atteindre le même niveau de profit que les concurrents établis à cause du poids des marques, de la réputation, des savoir-faire. Exemple, il est difficile d'entrer dans l'industrie du luxe, plus difficile que dans des secteurs où les produits sont de pure commodité. Parmi les barrières à l'entrée, nous trouvons aussi l'accès aux fournisseurs et aux réseaux de distribution. Les nouveaux entrants peuvent avoir du mal à accéder physiquement au réseau de distribution. Certains distributeurs, bien qu'ils soient juridiquement indépendants des fabricants, ont parfois des contrats d'exclusivité avec eux, ce qui renforce la barrière à l'entrée. De même, les concurrents en place vont tenter de contrôler l'accès des nouveaux entrants aux fournisseurs clés et aux matières premières stratégiques. Les règlements et barrières légales. Dans certains domaines, l'obtention d'une licence ou d'une autorisation est nécessaire à l'exercice de l'activité. Les licences de taxi ou de téléphone mobile, par exemple, constituent des barrières à l'entrée qui limitent statutairement le nombre d'opérateurs. Les brevets peuvent jouer un rôle similaire.
Dans certains pays, il y a des lois qui interdisent ou limitent les investissements étrangers dans l'économie locale. La capacité de riposte des concurrents établis peut elle aussi constituer des barrières à l'entrée en dissuadant les entrants potentiels de passer à l'acte. Cette capacité est d'autant plus dissuasive que les concurrents établis disposent de ressources importantes pour riposter, comme du cash ou des capacités d'endettement. Ces ressources leur permettent de supporter une guerre des prix ou de verrouiller les approvisionnements et l'accès à la distribution. Les concurrents établis ont montré par le passé qu'ils étaient capables de riposter et de résister à l'intrusion de nouvelles entreprises dans le secteur. La croissance du marché est faible, ce qui rend la prise de parts de marché des nouveaux entrants plus difficile. Une autre force existe dans le modèle de Porter, c'est la pression des offres de substitution. La substitution consiste à remplacer un produit ou un service existant par un autre qui remplit la même fonction d'usage pour un niveau de performance égal ou supérieur et à un prix compétitif. L'offre de substitution peut aussi remplir une fonction plus large, procurant ainsi à l'utilisateur une utilité plus grande. Les substituts jouent un rôle semblable à celui des entrants potentiels. L'industrie a intérêt à limiter ses prix pour éviter d'inciter les acheteurs à adopter les substituts. Par exemple, le prix des billets d'avion sur des lignes comme Paris-Londres a un impact direct sur la fréquentation des TGV, Eurostar et réciproquement. La pression des offres de substitution peut s'aggraver avec l'émergence d'innovations technologiques. L'effet immédiat est de détourner la demande existante des firmes en place. Par exemple, en offrant une communication téléphonique gratuite entre ordinateurs, le logiciel Skype détourne le trafic des lignes fixes. Les menaces de substitution futures sont souvent difficiles à anticiper. Elles sont à rechercher dans les nouvelles technologies qui peuvent faire bénéficier le consommateur d'un meilleur rapport qualité-prix. Pour anticiper la menace de substitution, il faut bien connaître la fonction d'usage remplie par le produit ou le service avec la vision la plus large possible. Il faut aussi surveiller les technologies naissantes qui sont susceptibles d'applications très variées. Par exemple, Blablacar ou Airbnb représentent de réelles menaces pour la SNCF ou pour les hôteliers des grandes villes. Les phénomènes de substitution sont de plus en plus difficiles à prévoir et à maîtriser. Ils sont parfois paradoxaux. Dans le modèle de Porter, nous trouvons aussi la force qui est constituée par le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs. Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs existe dans toute industrie car elle est insérée dans une filière plus ou moins complexe qui comprend des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval. Plus le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs est élevé, plus la rentabilité de l'industrie diminue. La position du fournisseur est d'autant plus forte que la sensibilité de l'acheteur au prix est faible. Cette sensibilité au prix détermine en effet l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix se caractérise par les effets des variations de prix sur le chiffre d'affaires des fournisseurs. Une forte sensibilité au prix génère une demande élastique, une baisse du volume telle que le chiffre d'affaires baisse quand les prix augmentent.
Une demande inélastique permet de pratiquer des prix plus élevés sans diminution du chiffre d'affaires, car l'augmentation du prix fait mieux que compenser la baisse du volume. L'analyse du pouvoir de négociation des fournisseurs et celle du pouvoir des acheteurs sont symétriques. Dans le cadre du pouvoir de négociation et des fournisseurs, nous trouvons de nombreux facteurs qui influencent ce pouvoir. Pour commencer, la concentration relative. Toute chose étant égale par ailleurs, dans une relation fournisseur-acheteur, le rapport de force s'établit en faveur du stade le plus concentré de la filière. Par exemple, la concentration de la grande distribution a fait considérablement baisser le prix des denrées alimentaires. Celles-ci sont fournies par des industries plus fragmentées. Sur la part des produits mis en rayon, il est relativement facile à un acheteur de la grande distribution de mettre plusieurs fournisseurs en concurrence, alors que perdre un contrat avec une grande chaîne de magasins est souvent inacceptable pour le fournisseur. Tout au long de la filière, le profit a donc tendance à migrer vers les stades les plus concurrents. La menace d'intégration verticale joue aussi sur la rentabilité d'un secteur. Faire planer la menace d'une intégration croissante vers l'aval instaure un rapport de force favorable qui améliore le potentiel de rentabilité de l'industrie. Le mécanisme est le même en amont. Les entreprises de l'industrie se comportent comme des entrants potentiels et exercent la même menace que ces derniers. Cette menace est d'autant plus forte que les barrières à l'entrée dans les secteurs amont ou aval sont faibles. L'impact de la qualité en amont sur la qualité aval impacte aussi la rentabilité d'un secteur. Plus la qualité d'un composant est déterminante pour l'acheteur, moins celui-ci sera sensible au prix, ce qui favorise le fournisseur. La différenciation, quant à elle, permet, par exemple, dans le cas d'un acheteur qui peut mettre ses fournisseurs en concurrence de manière plus efficace que la différenciation des produits fournis est faible. Le coût de remplacement lié aux deux facteurs précédents se mesure par les dépenses qu'engendrerait le fait de changer de fournisseur ou de distributeur. Plus le coût de remplacement du partenaire est élevé, plus le pouvoir de négociation de ce partenaire est grand. La part du produit fini dans la structure de coût du client. Plus un composant pèse dans la structure de coût du secteur client, plus l'acheteur est sensible au prix de ce composant et puis il va faire jouer son pouvoir de négociation pour réduire ce prix. A contrario, une industrie qui fournit à une autre une prestation qui ne représente qu'une fraction de coût marginal est plus à l'aise pour pratiquer des prix élevés, car ces prix n'ont qu'un impact faible sur la rentabilité du secteur client. Le contrôle d'accès au marché. Certains stades de la filière contrôlent l'accès aux clients finaux. Les entreprises situées à ce niveau sont des intermédiaires indispensables et ont donc un pouvoir de négociation important face aux fournisseurs. Nous voyons donc que le modèle proposé par Porter étudie la rentabilité d'un secteur en prenant en compte les effets des forces qui vont être exercées sur les prix
et sur les coûts. Donc, vous voyez sur ce schéma que des substituts, les menaces des entrants, le pouvoir de l'acheteur vont avoir un effet négatif sur les prix, c'est-à-dire les faire baisser, de même que la concurrence. Et nous avons des facteurs comme la concurrence et le pouvoir des fournisseurs qui vont venir augmenter les coûts. Ce qui veut dire que cela fera baisser la rentabilité. Les barrières à l'entrée, lorsqu'elles augmentent, font baisser la rentabilité car elles font baisser les prix et augmenter les coûts. Si la force des fournisseurs augmente, la rentabilité baissera parce que les coûts augmentent. Si le pouvoir des acheteurs augmente, la rentabilité baissera parce que les prix baissent et les coûts augmentent. Si les produits de distribution, si les produits de substitution augmentent, la rentabilité baissera parce que les prix baisseront et les coûts augmenteront. Enfin, si la concurrence devient plus intense, la rentabilité baissera parce que les prix baisseront et les coûts augmenteront. Donc, vous voyez que le modèle de Porter propose une analyse globale de la rentabilité d'un secteur. Alors, vous voyez que dans le cadre de l'analyse marketing, en général, le secteur d'activité, l'entreprise y est dedans. Alors, ça peut être difficile de changer de secteur d'activité. Mais le modèle de Porter permet d'identifier les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, les forces du marché, pour créer éventuellement une différence et choisir la stratégie à mettre en œuvre. Porter a proposé une 6e force, appelée les complémentaires. Les complémentaires sont parfois confondus avec des fournisseurs, mais c'est une erreur puisqu'ils vendent leurs produits directement aux clients finaux de l'industrie. On dit que l'industrie B est complémentaire de l'industrie A si la vente des produits B accroît la vente des produits A. Les complémentaires proposent des standards et des effets de réseau. Un des principaux effets des offres complémentaires est de créer des standards et des effets de réseau. Par exemple, un jeu vidéo doit être compatible avec la console du joueur. Les fabricants peuvent donc créer des standards différents. Cela segmente le marché et fidélise l'utilisateur en augmentant son coût de substitution entre les offres concurrentes. Plusieurs standards peuvent coexister, comme Android et iOS par exemple. En général, si un standard se met à dominer le marché, il a vite tendance à évincer les autres. Les clients ont intérêt à aller vers le standard le plus répandu car c'est celui-ci qui garantira la disponibilité et la diversité des compléments. La volonté des acheteurs de payer les produits d'une entreprise augmente avec le nombre des autres acheteurs qui fréquentent l'entreprise. Les acheteurs sont susceptibles de faire confiance à des grandes entreprises pour des produits cruciaux. Par exemple, se souvenir du vieil adage qui dit que personne n'a jamais été licencié pour avoir acheté un ordinateur IBM. Les acheteurs peuvent aussi accorder de la valeur au fait d'être en réseau avec un grand nombre d'autres clients. Par exemple, les vendeurs sur eBay sont attirés sur eBay parce que le site offre un grand nombre de partenaires potentiels.
cette sixième force est venue renforcer le modèle de Porter. Une fois que l'analyse a été réalisée via le modèle de Porter pour identifier la rentabilité d'un secteur et les forces qui impactent ce secteur, via une analyse Pestel et une analyse SWOT, il ne faut pas oublier de procéder à un diagnostic, c'est-à-dire à conclure sur l'évaluation des forces et des faiblesses d'une situation, d'un marché ou d'une marque, au regard des opportunités et des menaces qui sont présentes dans l'environnement. Plus l'analyse à son origine repose sur des critères objectifs et précis, et plus elle est détaillée, plus il permettra de guider l'analyste dans ses choix et dans ses décisions. Le diagnostic consiste à une présentation synthétique et opérationnelle des données du marché. Il faut faire un effort pour structurer les informations présentées, les enrichir d'apports personnels. Il faut présenter les points forts et les idées de l'analyse avec des outils qui vont faciliter la compréhension. Par exemple, des tableaux récapitulatifs, des grilles, des matrices. Il faut enfin construire un exposé clair à partir de données parfois confuses et dispersées pour faciliter la prise de décision qui suit toute analyse d'un marché. Dans le cadre de l'utilisation de l'analyse SWOT, il vous faudra croiser les opportunités et les menaces et les forces et les faiblesses. Quelles seront les forces qui vont permettre de profiter des opportunités présentes sur le marché et de résister aux menaces? Est-ce que certaines faiblesses risquent de nous mettre en danger face à l'apparition ou au renforcement de menaces et vont peut-être nous empêcher de profiter d'opportunités? Ce diagnostic est extrêmement important car c'est celui qui nous permettra derrière de construire la solution qui s'exprimera à travers la stratégie marketing et les éléments du marketing mix. Ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes d'analyse de l'environnement, de l'industrie et de la concurrence aident à éviter les idées reçues et les erreurs de raisonnement. Contrairement à un préjugé largement répandu, ce ne sont pas les activités à forte valeur ajoutée, high-tech, en croissance forte, de luxe ou les plus près du client final qui sont nécessairement le potentiel de création de valeur le plus fort. La performance de l'industrie et la performance de l'entreprise vont résulter de l'interaction entre des facteurs externes propres à l'industrie et des facteurs internes spécifiques à la stratégie de l'entreprise. La performance de l'entreprise, comme celle de l'industrie, dans son ensemble se juge avec l'écart entre la rentabilité économique et le coût du capital, c'est-à-dire la rémunération minimale que les actionnaires sont en droit d'attendre dans une industrie, compte tenu du risque qu'ils prennent. La performance économique diffère d'une industrie à l'autre, ce qui explique en partie la variation des performances entre les entreprises. Pour analyser l'environnement, le macro-environnement, vous pouvez utiliser le modèle Pestel. Donc, comme nous l'avons dit, le modèle Pestel identifie 6 paramètres qui vont caractériser le macro-environnement de l'industrie. Il s'agit des paramètres politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux. Le modèle Pestel est une grille d'analyse générique très souple qu'il faut adapter et préciser au cas par cas. Le modèle
Les 5 forces de porteurs, quant à lui, identifient 5 grandes forces qui auront un impact sur la rentabilité des industries, chacune de ces forces venant diminuer la rentabilité des capitaux investis dans l'industrie. Lorsque ces forces sont moins intenses, la rentabilité de l'industrie augmente et peut dépasser significativement le coût du capital. Enfin, les complémentaires proposent des effets de réseau. Les groupes stratégiques sont une 6e force qui a été ajoutée pour prendre en compte donc les effets de réseau très significatifs dans des industries qui sont largement touchées par la digitalisation. Porter a ensuite proposé la création de valeurs partagées, élément que vous pourrez lire dans un article qui sera proposé en complément de ce cours. Enfin, si vous utilisez un modèle SWOT, un modèle PESTEL ou les 5 forces de Porter, n'oubliez jamais de poser le diagnostic de la situation. C'est vraiment la conclusion de l'analyse qui aura été menée. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour un prochain cours.